À peine venons-nous de parler, dans le précédent chapitre, d'une loi qui transigea avec les mœurs générales du pays à cette époque, que nous avons à en citer un fâcheux exemple pris dans le sein d'une des plus anciennes familles, mais aussi grâce au sentiment inné dans le cœur de tous les peuples du respect que l'on doit à la morale, à la justice, à toutes les choses qui contribuent à la conservation de la société. On vit l'opinion publique se prononcer contre les faits dont il s'agit et les flétrir de son improbation. Une dame respectable avait 2 filles d'une beauté remarquable. Cette femme, déjà âgée, avait connu le bon vieux temps du régime colonial où les mères donnaient sans scrupule leurs filles aux Européens pour en faire des femmes ménagères, comme on les appelait alors, mais qui souvent leur occasionnaient plus de dépenses par leur luxe que ne l'aurait fait une épouse assurée de son état dans la société par le lien légitime du mariage. Or, il arriva que 2 négociants étrangers établis au Port-au-Prince, l'un anglais, l'autre citoyen des États-Unis, choisirent ces 2 jeunes personnes pour en faire leurs femmes. Ils étaient riches ou passaient pour tels, et ce fut assez pour décider la mère à conclure par ces négociants pour les sommes convenues. À ces conditions, les 2 belles créatures furent livrées et vinrent habiter le Port-au-Prince, où les séductions ne leur firent pas défaut. On conçoit d'ailleurs qu'un pareil arrangement n'était pas de nature à garantir leur fidélité, lorsque tant d'exemples contagieux les entouraient. Cependant, le négociant américain, honnête homme généralement et justement estimé dans le pays qu'il habitait depuis longtemps, eut le bonheur d'être mieux partagé que son confrère l'anglais. Sa jolie femme fut vertueuse comme l'avait été sa mère, car on serait dans l'erreur si l'on pensait que les mœurs du régime colonial empêchaient ce bon résultat. Sous ce rapport, cet affreux régime n'avait que le tort de faire concevoir qu'il était égal d'être marié ou non. Le plus souvent, il égarait l'intelligence plutôt qu'il ne dépravait le cœur. Et c'était l'effet de ces institutions fondées sur le sot préjugé de couleur. Enfin, l'Américain satisfait au paiement de son billet à ordre à l'époque convenue. Mais à ce qu'il paraît, l'Anglais, s'étant aperçu dès le début des mauvaises dispositions de sa femme, ou peut-être étant gêné dans ses affaires, retardait toujours l'acquittement de son billet. À la fin, il ne voulut plus parce qu'il avait acquis la preuve des infidélités dont il était victime et que sa femme l'abandonna. Celle-ci ne rougit pas alors de contraindre sa mère à intenter à ce négociant un procès par devant le tribunal de première instance, en paiement du billet qui stipulait la somme due sans en mentionner la cause. Ce tribunal condamna le débiteur à le payer, même par corps, en se fondant sur un article de la loi du 24 août 1808. L'Anglais se pourvut contre le jugement au tribunal d'appel qui maintint bien la condamnation de payer, mais en infirmant la voie de contrainte par corps. Fort de ce dernier jugement et victime d'une femme de mauvaise vie que le public accablait de reproches pour sa conduite scandaleuse. L'Anglais résista au paiement. Les parties adverses s'adressèrent alors au chef de la police et surprirent sa religion en lui exhibant seulement le jugement en première instance. Elles le requirent d'assister un huissier pour arrêter le débiteur dans sa maison et le conduire en prison. Ce qui eut lieu. Le jugement en appel avait été rendu depuis environ 9 mois. Le débiteur incarcéré adressa une requête ou plainte au président d'Haïti à l'effet d'obtenir son élargissement. Le chef de l'État vit dans cette affaire une gravité qui réclamait une décision motivée du Sénat, ce corps ayant les attributions du haut tribunal de cassation. Il lui transmit la requête en plaignant appuyer des pièces de procès. Par son décret du 2 février, le Sénat ordonna l'élargissement du négociant anglais, en confirmant d'ailleurs le jugement rendu en appel.
fondée sur un billet souscrit volontairement. Le débiteur se décida alors à payer, mais il avait eu la consolation de voir une manifestation de l'opinion publique en sa faveur et contre son indigne femme et le séducteur de celle-ci. Le peuple, selon l'habitude créole, les chansonna cruellement. Cette femme ne recueillit que la mésestime pour sa conduite et fut ensuite maltraitée et délaissée par son séducteur. Et le scandale de cette affaire opéra une sorte de révolution dans les idées des mères et de leurs jeunes filles. Aucune de ces dernières ne voulut plus consentir à être livrée ainsi aux étrangers, surtout les mères craignirent les sanglants reproches du public. Car Dupré, notre poète national et comédien en même temps, qui avait réinstallé la salle de spectacle du Port-au-Prince, eut l'heureuse idée de composer une comédie dont le sujet fut pris sur l'affaire que nous venons de relater. Il l'intitula « Odéide » ou la honte d'une mère. Dans cette pièce, qui fut jouée par lui et des amateurs, il répandit le ridicule et le sarcasme sur les mères qui ne rougissaient pas de conclure des affaires semblables à celles dont il s'agit, et sur les étrangers qui les recherchaient. Mais un habile auteur qui veut atteindre son but moral, il s'attacha à relever le caractère d'Odéide, son héroïne, par la préférence qu'elle donna à un jeune officier haïtien qui la demandait en mariage et qui réussit à l'épouser. Dupré fit exprimer par la jeune fille que sa mère voulait sacrifier les plus beaux, les plus nobles sentiments et les raisonnements les plus judicieux en faveur du mariage légitime. Le succès de sa pièce fut complet. Le public la redemanda bien souvent et chaque fois le théâtre était comblé. On y remarquait surtout les jeunes personnes qui venaient applaudir aux paroles sensées prononcées par Odéide.